Le ciel de Kifa s'éclaircit. Il est 7 heures dans cette ville du sud de la Mauritanie, située à 600 km de la capitale Nouakchott. La ville se réveille et la vie va reprendre son train quotidien dans cette localité où vivent Koumba et ses 6 enfants. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Koumba qui a accepté de nous parler à visage découvert malgré l'épreuve qu'elle a traversée et l'isolement qui allait avec. Elle a été victime de fistules, la maladie de la honte, comme elle le dit. C'était en 2011 à la suite d'un travail prolongé lors de son 3e accouchement. Elle a traîné la maladie pendant 5 ans. 5 ans de recherche de solutions ponctués par des moments d'isolement. Koumba est désormais guérie, mais elle garde un souvenir douloureux de cette tranche de vie. C'est avec le cœur lourd qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu. C'est une maladie difficile. J'étais souvent isolée. Je devais changer de couche souvent. Mais comme la maladie durait, j'étais obligée de reprendre la prière et j'avais tout le temps de l'eau pour me nettoyer. Je ne pouvais pas faire d'autres activités. Je ne savais pas que la maladie pouvait être soignée. Sinon, je n'allais pas rester longtemps avec. C'est grâce à Sidi Camara que j'ai su qu'il s'agissait d'une maladie curable. J'ai aussitôt pris contact avec Sidi Camara quand je l'ai su. J'ai pu guérir grâce à elle et si je peux le dire ainsi. En plus, son association m'a aidé à avoir une activité génératrice de revenus et j'ai bénéficié d'une formation pour cette activité. Pour moi, c'est un devoir aujourd'hui de parler de la fistule pour aider d'autres femmes qui souffrent en silence. Nous allons rencontrer plus tard à Nouakchott Sidi Camara, la dame qui a aidé Koumba. En attendant, nous suivons Koumba qui, après l'interview, se prépare à aller travailler. Oui, elle travaille désormais et subvient à ses besoins et à ceux de sa famille, contrairement à la période où elle subissait le diktat de la maladie. Depuis qu'elle est guérie, Koumba fait de la teinture grâce à un financement qu'elle a reçu de l'ONG Association des femmes volontaires du développement. Cette activité a changé sa vie. Beaucoup de choses ont changé pour moi. Aujourd'hui, je peux m'acheter des habits, en acheter pour mes enfants et subvenir à nos besoins. Donc, cette activité est très importante pour nous. J'ai pu avoir beaucoup de revenus et acheter du bétail. Je fais donc de l'élevage grâce aux revenus que j'ai eus ici. Et j'arrive aussi à mettre de l'argent de côté. Les produits pour la teinture coûtent cher, mais si je pouvais accéder aux produits à moindre coût, je serais en mesure de développer davantage cette activité de teinture et mieux équiper notre lieu de travail. Kia et son mari sont à la tête d'une coopérative familiale à Kifa. Al Jazeera, c'est le nom de la coopérative créée en 2003 qui exerce principalement dans le domaine agricole. La coopérative est composée de 18 personnes de 3 familles. Ce matin, comme les autres jours, Mohamed, le mari de Kia, et d'autres membres de la coopérative sont à l'œuvre dans leur espace agricole qu'ils ont mis en valeur en 1996. Ici, poussent en vrac plusieurs cultures. Maintenant, on a 1 hectare de terrain. Au début, on a mis des palmiers, on a mis du henné. En plus de ça, nous sommes orientés vers le maraîchage. Et à partir du maraîchage, c'est là où on a eu vraiment un gain. On cultive les tomates, les carottes, les oignons, les pommes de terre, du gombo, surtout du gombo. Il y a une période, si vous avez deux pieds du gombo, vous assurez chaque jour au moins 500 ou 600 ouguiya. Pourquoi? Parce que le truc du gombo, ça se vend parfois à 10 ouguiya, parfois à 5 ouguiya, parfois à 20 ouguiya. Dans le but de moderniser ses activités agricoles, la coopérative a participé en mars 2019 à un concours organisé par le Suède, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel.
Ce concours, dénommé Marathon de l'entrepreneuriat féminin, visait à favoriser le développement de projets conduits par des femmes. En septembre 2019, El Jazeera a fait partie des 20 coopératives lauréates. Elle a eu un chèque d'un peu plus de 50 000 ouguiyas, soit environ 1 million de francs CFA. C'est un appui qui est très formidable pour nous. Nous sommes très contents de cet appui. Nous sommes très fiers de cet appui. On va s'asseoir. Quand on prend cet appui, on n'a pas encore pris. Quand on le prend, on va s'asseoir ensemble et décider ensemble ce qu'on va faire. On va voir nos priorités, les priorités de la coopérative du champ. Je crois bien des priorités qu'on a besoin des grillages pour clôturer et des cornières. Après, on a une autre priorité qui est la motopompe pour nous, parce que les femmes ne peuvent pas puiser et les hommes ne sont pas nombreux. Il n'y a que les enfants ou bien les vieux que tu as vus ou bien l'autre gens. Certainement, les choses seront améliorées ici. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'a rien. On est toujours sur notre activité. Et si on trouve une aide, si on trouve un financement, si on trouve un crédit, c'est pour avancer, ce n'est pas pour reculer. Donc certainement, on a beaucoup de choses qui nous manquent. Parce qu'ici, on n'a que l'effort de nos mains, les muscles de la personne. Aminatou aussi est à la tête d'une coopérative de 10 femmes et 2 hommes qui a bénéficié de l'appui du projet Suède. Elle compte investir les 150 000 ouguiyas, environ 2 500 000 francs CFA, qu'elle a reçus dans la reconstruction de son auberge. Voici le terrain dédié à ce projet de la coopérative Hangar. C'est sur les ruines de l'ancienne auberge qui accueillait il y a peu des voyageurs de passage à Kifa que Aminatou entend rebâtir. Avec ses propres moyens, la coopérative a déjà entamé la mise en œuvre du projet en attendant le financement du Suède. Nous avons déjà commencé la réhabilitation des pièces qui sont là, mais aussi le hangar et la clôture. Quand on recevra le financement, le visage de l'auberge va complètement changer et nous pourrons accueillir des personnes de passage à Kifa. Nous visons surtout des gens en provenance de Nouakchott, mais aussi ceux venant du Mali et du Burkina Faso. Ils pourront trouver ici un espace où séjourner et nous des revenus pour subvenir aux besoins de nos différentes familles. Nous, membres de la coopérative, attendons beaucoup de ce projet. Il représentera l'une de nos principales sources de revenus. Les membres de la coopérative qui travailleront ici pourront avoir des salaires ou des revenus mensuels qui leur permettront d'améliorer leurs conditions de vie. Nous espérons donc que le projet sera mené à terme. À Kifa, 5 coopératives et 29 filles ont bénéficié d'activités génératrices de revenus dans le cadre du marathon de l'entrepreneuriat féminin du projet Suède. Le financement va changer beaucoup au niveau des familles. Parce qu'au niveau, par exemple, si on parle au niveau des coopératives, donc on a 5 coopératives qui ont bénéficié des montants donc, pour améliorer les champs de son travail. Donc dans ce cas, les membres des coopératives donc va trouver ou bien doter des bénéfices donc, au cours de démarrage des projets. Donc ça veut dire qu'au niveau de chaque coopérative, l'ensemble des membres au niveau des coopératives, donc économiquement, donc sa situation, sa vie, ça change donc, dans le sens positivement. C'est la même chose au niveau des familles, surtout pour les familles qui sont vulnérables ou bien qui sont très pauvres, parce que les refus abandon scolaire ou bien ne pas aller à l'école parce qu'à cause de la pauvreté. De Kifa, nous allons à Nouakchott, la capitale mauritanienne, à la rencontre de Seydi Camara. Il nous faut 6 heures de route. Des heures pendant lesquelles nous contemplons dunes de sable, dromadaires et verdure par endroits. Ou encore les Mauritanides, une chaîne de montagnes rocheuses qui s'étendent sur plus de 2500 km du Maroc au Sénégal en passant par la Mauritanie. Au bout de 600 km, nous retrouvons Seydi Camara, le point focal fistule à Kifa pour le ministère de la Santé de la Mauritanie.
Elle est également la présidente de l'ONG Association des femmes volontaires du développement qui œuvre à la promotion de la santé maternelle et infantile. Entre 2010 et 2019, environ 300 victimes de fistules ont pu être identifiées grâce aux actions de CEDI et son ONG. Sur les 300 victimes, 150 ont été prises en charge à Kifa et ailleurs en Mauritanie. Je consacre la plupart de mon temps, mais la plus grande partie de mon temps à communiquer avec les infirmiers, les accoucheuses, les personnes qui sont près de la population, les femmes responsables des coopératives et autres, les femmes actives dans les localités que j'ai utilisées comme relais, qui font partie du dispositif communautaire qui a été mis en place pour un peu aider à l'identification de ces femmes. Et voilà, je consacre la plupart des journées. Dès qu'il y a un cas de fistule, je m'en occupe, je reçois aussitôt la femme. Et quand on m'informe aussi qu'il y a un cas de fistule quelque part, je me mets en contact avec eux à travers le téléphone, si bien sûr le réseau le permet. Et s'il y a un problème, par exemple, qui se pose, la femme n'a pas de moyens pour venir, j'essaie aussi de résoudre ça au niveau de la communauté, en passant par les infirmiers et mes collègues sages-femmes et le personnel de santé. Est-ce que les cas de fistules sont fréquents dans cette localité? C'était très fréquent parce que c'était au début où on a commencé à parler de la fistule. Donc celle qui était là déjà, qui était en cachette, commençait à sortir. Donc avec la sensibilisation et la formation du personnel et un peu la vulgarisation de cette question de fistule, les femmes commençaient à sortir. Donc on a identifié, le recrutement se faisait presque tout le temps. Mais maintenant, les fistules elles-mêmes, c'est-à-dire au niveau des structures de santé, comme il y a eu l'amélioration de la qualité, ça commence à diminuer, mais dans des points des plus reculés où il n'y a vraiment pas la qualité et où il y a aussi le manque d'accès aux services de santé même, ça continue quand même à avoir lieu. Bien, à Kifa, nous avons rencontré Kumba, une dame qui n'arrête pas de vous remercier. C'est grâce à vous qu'elle a su qu'elle était victime de fistules. Et c'est en quelque sorte grâce à vous qu'elle a été prise en charge. Comment ça s'est passé? Quelle est l'histoire de Kumba? C'est au cours d'une mission, comme d'habitude, des missions que je fais parfois dans les Moukata'a, qui dépendent de notre région, pour voir un peu ce qui se passe au niveau des structures de santé, pour aussi sensibiliser dans le cadre de la fistule. Donc j'ai trouvé un groupe de femmes devant le bureau de la sage-femme, qui étaient là, certaines qui étaient là pour la consultation prénatale, d'autres pour les services de PF, et beaucoup de femmes qui étaient là avec des accompagnantes. Donc je suis venue, j'ai demandé à la sage-femme de m'aider pour que je puisse faire une séance éducative. J'ai animé une séance et j'ai parlé de la fistule. Il s'est avéré que Kumba était parmi ces femmes. Elle était là dans le rang. Je crois qu'elle avait accompagné une personne. Et voilà, quand elle a entendu parler de la fistule, ça a attiré son attention. Alors, j'imagine bien que ce n'est pas un travail facile de chercher ces femmes dans les coins les plus reculés. Comment vous vous en sortez financièrement? Nous avons créé une association dénommée Association des femmes volontaires de développement, qui était là mais qui travaillait dans un autre cadre de développement d'une manière générale. Et on a introduit cette question de fistule pour pouvoir aider les femmes, pour pouvoir venir en aide à ces femmes. Et voilà, on a créé cette association et depuis lors on s'est mis dans la sensibilisation, de continuer la sensibilisation durant tout le temps, à chaque fois que nous avons l'occasion, et vraiment faire de la sensibilisation, vraiment mettre ça dans notre quotidien et pour pouvoir recruter les femmes. Et voilà, j'ai eu l'appui de l'UNFPA. J'ai élaboré deux projets d'identification et de recrutement des femmes porteuses de fistules, et un autre projet sur la prise en charge, dont la réinsertion sociale des femmes. Et l'UNFPA a financé les projets. À chaque fois qu'on élabore un projet, on le soumet à l'UNFPA. En dépit de ces efforts, les défis liés à la fistule sont entiers en Mauritanie et de façon générale en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Cette région est en effet la plus touchée avec plus d'1 million de cas, dont plus de 50% au Nigeria. Au niveau de la prévention, nous pensons qu'il y a un gros travail à faire. Pour ça, nous travaillons avec l'Organisation ouest africaine de la santé qui a ce mandat-là en Afrique de l'Ouest pour intégrer la prévention de la fissure dans les curricula de formation des sages-femmes. Je pense que c'est quelque chose qui va être fait assez rapidement, probablement l'année prochaine, et nous y travaillons. Deuxièmement, il faut savoir aussi que la fissure est une maladie dont les femmes se cachent. Elles se cachent, c'est une maladie soi-disant honteuse, donc il faut aller les chercher où elles sont. C'est en cela que la recherche active des femmes, à travers les organisations à base communautaire, les volontaires, est pour nous quelque chose d'important, parce qu'elles ne viennent pas spontanément pour dire j'ai une fissure, d'ailleurs elles ne savent pas ce que c'est. Dans beaucoup de pays, on parle d'envoûtement, dans beaucoup de pays, on parle de sorcellerie. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de la fissure, il y a beaucoup de tabous qui font que si on n'a pas un personnel de santé communautaire éclairé pour rentrer dans la communauté et faire un diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic verbal de la fissure, en posant quelques questions à la femme, on suspecte déjà la fissure qui doit être après confirmée par un médecin. En matière d'accès des femmes aux services de santé de la reproduction, la Mauritanie a fait d'importants progrès ces dernières années. Depuis 1994, le gouvernement mauritanien a considéré que la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD est un sacerdoce. Et on peut citer simplement 2 chiffres. Le taux d'accouchement assisté qui est passé de 40% à 69% et le taux de prévalence contraceptive qui était de 4% et actuellement à près de 18%. Cela montre un peu le fait que le gouvernement a pris les choses en main avec l'appui bien sûr de ses partenaires, dont notamment l'UNFPA. Nous avons été les premiers à appuyer la formation des gynécologues dans ce pays pour réduire la mortalité maternelle. Les taux ont été sensiblement réduits, même s'ils restent encore tout à fait élevés et il y a quelque chose qui est encore inachevé. De plus en plus, les leaders religieux parlent de la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines, ce qui était tout à fait tabou. Une fatwa a déjà été promulguée par les leaders religieux. Cela dénote l'importance de la mise en œuvre du plan d'action pour le gouvernement, mais également pour les organisations de la société civile avec qui nous travaillons pour la mise en œuvre de ce plan-là. Au centre de santé de Sepra, l'un des quartiers défavorisés de Nouakchott, les consultations prénatales, l'adoption de méthodes contraceptives n'ont cessé de croître ces dernières années. A l'inverse, le taux de mortalité maternelle et infantile a fortement baissé, comme en témoigne la sage-femme. Rokhaya Diawara travaille ici depuis 10 ans. En 2017, par exemple, on était à 11 décès maternels. Et en 2018, on a eu 3 décès. Et là, jusqu'à là, en 2019, on a 3 décès jusqu'à là, fin septembre. Et aussi, on peut aussi dire que par rapport à ces chiffres qu'on a, il y a aussi la planification, l'espacement des naissances qui impacte aussi sur ces chiffres, surtout qui s'abaissent parce qu'il y a quand même les femmes adhèrent plus aux méthodes longue durée d'action. Il y a les implants et les DU, les stérilés auxquels les femmes adhèrent. Il y a aussi les femmes adhèrent parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont, des sensibilisations. Il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite par, je dirais, l'association des sages-femmes et le ministère partout dans le pays. Il y a eu des sensibilisations et il y a eu aussi l'implication des leaders religieux. Dans un autre quartier de Nouakchott, à Arafat, nous avons retrouvé l'un des chefs religieux les plus connus en Mauritanie, parmi ceux qui sont engagés pour l'amélioration des conditions de la femme, son autonomisation et son droit à la santé. Depuis 2009, année de son doctorat, Cheikh Ould Zein n'a de cesse orienté ses recherches sur l'islam et les conditions de la femme. Il a à son actif plusieurs ouvrages dans lesquels la femme occupe une place de choix. En 2010, Cheikh Ould Zein faisait partie des premiers religieux mauritaniens à lancer une fatwa, un avis juridique en islam sur les mutilations génitales féminines. C'est un djihad
que nous avons commencé. Et je crois que les habitudes, les croyances des gens se font de temps en temps. Nous ne pouvons pas dire que même ce n'est pas une ordonnance de police qui va être appliquée du jour au lendemain. Mais les gens, maintenant, ce n'est plus un tabou, les gens n'acceptent pas. Plusieurs de gens, plusieurs de femmes, plusieurs d'hommes ne l'acceptent plus maintenant en Mauritanie. Ils ne le font pas. Nous n'avons pas de résultats, mais nous croyons que si des centaines, même des centaines d'imams ont signé dans plusieurs localités, et si encore on fait toujours on fait en plus de sensibilisation, je crois que ça a une grande valeur pour l'islam et pour la Mauritanie. À côté des religieux, des réseaux de jeunes comme Afriane font aussi un travail remarquable pour la capture du dividende démographique en Mauritanie. Dans ce pays où les jeunes représentent plus de la moitié des 4 500 000 habitants, l'objectif d'Afriane est de faire d'eux de véritables acteurs du développement. Ce mouvement de jeunes a récemment mené des séances de sensibilisation à Dar el-Baïda, l'un des quartiers de Nouakchott où l'explosion démographique a atteint des proportions inquiétantes. Notre première activité était de lancer notre journée de consultation dans ce quartier-là où on est actuellement au profit de la population qui est démunie et presque abandonnée. Donc nous avons pensé nécessaire de discuter, de sensibiliser les jeunes filles sur la question de planification familiale où les indicateurs étaient de 250 et nous avons eu 259. Donc nous avons dépassé le nombre que nous cherchons. Et il y a eu plus de femmes qui sont venues répondre à l'appel parce que ces journées de consultation s'accentuent uniquement sur la question des jeunes femmes, les filles, et sur la question du genre et aussi la question de la planification familiale. Comment les jeunes femmes peuvent s'intéresser à se faire la planification pour l'espacement de naissance. Chaque jour, ils viennent ici à l'hôpital pour demander de faire la planification familiale. Donc ils ont eu comprendre l'importance de la planification familiale. Et on a eu 400 et quelques femmes qui sont parties faire les gynécologues. Il y avait ici des femmes qui sont enceintes, mais ils ne partent pas à l'hôpital. Juste le jour le jour J, ils partent à l'hôpital pour faire l'accouchement. Mais maintenant, ils ont eu l'importance de partir à l'hôpital pour faire pour prendre les précautions avant l'accouchement. Donc les gens sont sensibilisés. Ils ont trouvé que cette journée-là, c'était vraiment important pour ces gens-là. Parce que le Dar el-Biawa, c'est tellement vulnérable. Il y a beaucoup de gens. Tu vois ici une femme qui a 7-8 enfants qui sont très, très, très rapprochés. Mais maintenant, ils ont pu comprendre l'importance de la planification familiale. En Mauritanie et ailleurs en Afrique de l'Ouest et du Centre, plusieurs indicateurs montrent que beaucoup d'efforts restent à faire pour avoir un continent au rendez-vous des 3 résultats transformateurs, c'est-à-dire 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale, 0 décès évitable chez la mère et 0 violence basée sur le genre, et mettre fin aux pratiques néfastes telles que les mariages des enfants et les mutilations génitales féminines, des promesses de la CIPD, la Conférence internationale sur la population et le développement tenue en 1994 au Caire, en Égypte.